Bonjour à tous, quatrième et dernière vidéo sur les plantes. Après avoir vu la sélection massale, c'est-à-dire celle des paysans qui se fait de manière empirique, c'est-à-dire sans connaissance génétique, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la sélection scientifique des plantes, c'est-à-dire grâce aux connaissances génétiques. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 points. Tout d'abord, l'origine possible de l'apparition de nouveaux caractères. Ensuite, nous allons voir les différentes techniques de croisement. Et enfin, le génie génétique. Concernant l'apparition de nouveaux caractères, nous allons travailler sur un sujet de CE que j'ai pondu pour mes élèves, à savoir des plantes sauvages aux plantes cultivées, l'exemple de la tomate. Donc on est bien d'accord qu'on va souvent retrouver parmi les plantes sauvages des espèces qui ressemblent aux espèces cultivées, mais jamais le sens inverse, c'est-à-dire des espèces cultivées que l'on va retrouver dans des écosystèmes naturels. Ça, c'est totalement impossible, parce que la sélection a été exercée par l'homme à différentes échelles, l'échelle générale, l'échelle moléculaire et l'échelle génétique. Donc on va montrer à travers cet exercice que les tomates de formes diverses qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui, sont le résultat d'une sélection basée sur les différents phénotypes spécifiques, à savoir morphologiques moléculaires, dépendantes du génotype et créées en réponse aux besoins du consommateur. Dans ce sujet, je vous donne en première ressource différentes tomates. On vous explique que les tomates sont à 2N égale 24, qu'elles sont originaires des Andes. Bon, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est le détail concernant différents gènes. Donc le gène FW22, on vous dit qu'il s'exprime après l'anthèse, c'est-à-dire après l'ouverture de la fleur. La lait sauvage FW22+, code pour un facteur de transcription qui limite l'expression du gène ORFX, qui lui-même est impliqué, j'ai mis un S, pas de S, qui lui-même est impliqué dans la prolifération cellulaire. Ce qui va donc nous donner des fruits de petite taille. Ouf, compliqué, on décode. Le gène FW22+, est un gène qui code pour une protéine appelée facteur de transcription. Un facteur de transcription, c'est une protéine qui va moduler la transcription d'un autre gène. Et donc, la portion d'ADN sur laquelle se fixe ce facteur de transcription, c'est un gène appelé ORFX qui, lui, est responsable de la fabrication de protéines impliquées dans la prolifération cellulaire. Ça veut dire que ce facteur de transcription, il vient se mettre là, va limiter l'expression du gène, c'est-à-dire que ce gène ne va pas pouvoir être lu correctement, on ne va pas fabriquer de l'ARN messager, donc il n'y aura pas de protéines impliquées dans la prolifération cellulaire en grande quantité dans le fruit, donc s'il n'y a pas beaucoup de protéines qui augmentent la prolifération cellulaire, on n'aura pas de prolifération cellulaire et puis on aura une tomate toute kiki. Donc si on continue le texte, on nous dit quand il y a une mutation FW22-, qui est un allèle dominant, donc dominant sur le plus. Celui-ci donc n'est pas exprimé et plus rien ne régule au RFX. Donc finalement, quand on a FW22- au lieu de plus, pas de facteur de transcription, donc rien qui bloque au RFX, donc beaucoup de protéines dans la prolifération cellulaire, donc méga tomate géante. Pigé? C'est pas compliqué le décodage. Faut bien prendre un petit papier, un crayon et on écrit sous forme de schéma ce que l'on comprend. On a dit donc F22- allèle dominant, il n'est pas exprimé, plus rien ne régule au RFX, la surexpression provoque une augmentation de la taille du fruit, c'est-à-dire ça à ça. J'ai bien une tomate de même forme, d'accord? Sauf qu'ici, j'ai une différence de taille. Donc là, chez celle-là, j'ai quelle version? W22+ ou W22-? J'ai W22+, et là j'ai W22-. Même chose, mais taille plus grande. Donc les tomates sauvages ont normalement 2 à 3 loges. Ici, on en compte 3. Ce qui veut dire que si effectivement j'ai une variété cultivée dont le gène FW22 a été modifié, en tout cas, on a sélectionné la forme 2- pour avoir une augmentation de taille, ça veut dire que sur ma grosse tomate, je dois retrouver uniquement 3 loges. Et voilà, j'ai bien 3 loges à l'intérieur. Vous voyez, donc finalement, ma structure de tomate est la même, sauf qu'elle a augmenté de taille. On continue. Le gène FAS ou Fasciated. Ah ouais, I speak very well English. Peut être responsable à lui seul d'une augmentation de 50% de la taille des tomates. Il code pour un facteur de transcription. Encore un facteur de transcription, la protéine FAS, activant des gènes de développement de l'ovaire, contrôlant le nombre de carpelles et leur fusion. Tiens, ça vous dit quelque chose? Dans les premières vidéos sur la structure de la fleur et du fruit, le nombre de carpelles, ce sont les loges, c'est l'utérus, là où il y a les ovules. Donc finalement, ce gène FAS, lui, contrôle le nombre de poches qu'il y a dans la tomate. Il s'exprime avant l'anthèse. Normal, puisque je vous rappelle que c'est le pistil qui se transforme en fruit. Donc, si on doit produire un certain nombre de loges de carpelles dans le pistil, il faut que ça se fasse avant l'anthèse, forcément. Ce caractère fasciatide existe chez les variétés anciennes.
Les allèles étudiés sont phase plus, phase moins, phase D. Et on nous dit que les allèles mutés sont dominants. Donc, les allèles mutés, ça va forcément être phase moins 1, phase D, puisqu'on a appris en classe qu'en général, les allèles sauvages, on leur met un plus. Donc ici, globalement, qu'est-ce qu'on comprend? Que quand on a des allèles mutés, phase moins, phase D, on va avoir une augmentation du nombre de carpelles et on va avoir une fusion. Maintenant, savoir qui est qui, ça on va le voir après. Donc pour l'instant, FW22, lui, c'est la taille de la tomate. Face, ça va être la taille de la tomate indirectement en raison du nombre de carpelles et de leur fusion. Alors, concernant le gène face, on a dit qu'il y avait 3 versions, face plus, face moins 1 et face D. Que cet allèle jouait sur le nombre de loges et leur fusion. Alors, quand on regarde ici ces 3 tomates, donc on voit nettement l'augmentation de taille, on se dit, bon bah là, effectivement, il y a une augmentation du nombre de loges, c'est obligé d'être si grosse. Ensuite, on voit la différence entre là et là. Là, on voit des petits rebonds. On peut deviner les loges, alors que là, on ne les voit pas du tout. Donc, en fait, les loges ici, elles sont fusionnées. On ne voit pas la distinction. Là, elles sont pas très bien fusionnées. Alors, il existe des tomates avec des plis encore plus visibles, mais j'en ai pas en ce moment, c'est l'hiver. C'est pour la saison des tomates, donc c'est pas évident. Mais ce sont surtout ce qu'on appelle les variétés anciennes, les grosses tomates, là, qui sont toutes plissées. Bon, ben là, j'en ai pas à vous montrer. On continue. Le gène OVAT code pour un facteur de transcription, activant un gène de développement, impliqué précocement dans le développement du fruit, moins de 10 jours après pollinisation, et responsable de la variation de l'indice longueur maxi, largeur maxi le long du fruit. Les allèles sont OVAT plus et OVAT moins, ce dernier est dominant. Donc là, on a encore un gène de développement, puisqu'on est encore sur un gène qui contrôle la construction du fruit. Alors, concernant le gène OVAT chez la tomate, on nous donne ici une expérience à interpréter, on nous dit « Des plants modifiés ont été obtenus en injectant précocement un facteur, le VIGS, inhibant l'expression du gène OVAT. » Donc, on injecte un produit qui va empêcher le gène OVAT de fonctionner. Leur forme ou rapport hauteur maxi, largeur maxi est nettement différente de celui des fruits wild type, c'est-à-dire sauvage, provenant de plantes n'ayant pas reçu ce facteur. WT fruits, les fruits d'une plante sauvage. Donc ici, une plante à qui on a injecté le facteur VIX et regardez la forme de la tomate. On a une modification du rapport hauteur-largeur dans la longueur du fruit. C'est ce que vous appelez les tomates poires. Oui, alors celle-là, elle a un peu fripé parce que je l'ai sauvée de mes filles qui voulaient manger les tomates. Alors je l'ai gardée précieusement le temps de faire la vidéo, elle a un peu séché. Bon, c'est pas grave. On peut les retrouver aussi sur les tomates cerises jaunes. On va retrouver un petit peu cette forme-là de poire avec le rétrécissement là. On continue, le gène SUN s'exprime après l'anthèse, code pour une protéine IQD12 qui contrôle l'allongement du fruit au cours de son développement, mais encore dans un gène de développement, et lui donne une forme légèrement pointue à son extrémité. La mutation consiste en une duplication, tiens ça c'est intéressant. On parlera alors de gène réprimé, exprimé ou surexprimé, c'est-à-dire qu'ici, quand j'ai un gène, soit il est fonctionnel, à ce moment-là, il fabrique une protéine, soit il n'est pas fonctionnel, et à ce moment-là, il ne fabrique pas de protéines. Donc là, en général, j'ai un gène actif, un gène non actif. Là, on nous dit, on a une mutation qui consiste en une duplication. Ça veut dire que notre gène est présent en 2 exemplaires, l'un à côté de l'autre. Et donc forcément, s'il est présent en 2 exemplaires, on va avoir 2 fois plus de protéines, puisque quand on va le lire, on va le lire 2 fois à la suite. Voilà pourquoi on va parler de gènes exprimés, surexprimés. Donc surexprimé, c'est quand on en a 2 fois plus. Réprimé, c'est quand il ne va pas être lu du tout. Donc à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va le bloquer. Ça peut être un facteur de transcription ou une mutation. Ici, on a l'expression du gène SUN qui est mise en évidence grâce à l'électrophorèse chez 2 lots de plantes génétiquement modifiées, donc 2 tomates PHX2 et PHX4. Alors, on vous donne les plantes témoins. Le témoin ovoïde, c'est celle-là. C'est celle qu'on appelle les cœurs de pigeon, parce que comme elles ont une petite pointe, ça fait un cœur. Le PHX2 qui nous donne une tomate parfaitement ronde. Et PHX4, vous vous doutez bien que j'en ai pas à vous montrer. Parce que le jour où il y aura des tomates comme ça à vendre dans le commerce, c'est que les producteurs ils seront un peu fada. Qui va acheter des tomates toutes biscornues comme ça? Bref, on indique que le gène SUN s'exprime après l'anthèse et code pour une protéine IQD12 qui contrôle l'allongement du fruit au cours de son développement et lui donne une forme ovale légèrement pointue à son extrémité. Pour le gène SUN en temps normal, il est absent chez les formes sauvages, ce sont des tomates rondes. Si SUN est présent et exprimé, il y a production normale de IDQ12. La tomate subit une élongation uniforme avec conservation de la symétrie bilatérale quand elle se développe et elle est de forme ovoïde avec une pointe. S'il est réprimé, c'est-à-dire non exprimé ou absent, la forme des tomates
est arrondi. S'il y a par contre duplication du gène SUN suite à une mutation, l'expression de la protéine IDQ12 sera plus importante. Il y aura à ce moment-là perte de la symétrie bilatérale suite à une forte élongation de la tomate et la forme olive visible chez les tomates cerises allongées sera très importante. On aura une forte élongation. C'est typiquement la cœur de pigeon ou le brin de muguet. Donc comment est-ce qu'on peut le voir à l'électrophorèse? Ici, vous avez donc l'expression IQD12, c'est-à-dire grâce à l'électrophorèse, on voit la quantité de protéines. Donc là, on est chez le témoin ovoïde, là, on est chez PHX2 et là, on est chez PHX4. Et vous voyez qu'effectivement, on a une surexpression. Beaucoup de protéines IQD12, pas du tout chez PHX2. Et un petit peu chez le témoin ovoïde. Donc ici, cette forme allongée est bien due à une surexpression. L'expression normale va donner le témoin ovoïde et l'absence d'expression va donner la tomate ronde. Il nous reste le gène F8A muté qui induit une forme carrée du fruit. Ah ouais, des tomates carrées. Donc vous comprendrez bien que ce caractère peut être très intéressant si on a des tomates carrées pour les producteurs. Bah, ça va être facile à ranger dans les cartons. Donc les allèles FS8-1+ qui donne une forme ronde et FS8-1- dominant qui donne une forme carrée. Vous en doutez bien, j'ai pas ça à vous montrer parce que qui voudrait acheter des tomates carrées? Ça se trouve pas dans le commerce. Voilà, mais ça existe. La preuve en photo. Donc techniquement avec ce sujet, qu'est-ce qu'on pourrait vous demander? D'identifier les gènes et leur expression dans différentes variétés de tomates qu'on pourrait vous donner. C'est ce que j'ai fait à mes élèves. Alors bien sûr, ils n'ont pas étudié toutes les variétés, mais je leur ai donné à chacun 2 variétés différentes de tomates et ils ont dû, en fonction de la forme de la tomate, me donner les allèles qui étaient exprimés pour chacune des variétés. Alors ça donnait quoi comme résultat? Sur un tableau, on mettait le nom de la variété de la tomate, sa taille, alors c'est le gène FW22 qui en est responsable, la variation du rapport hauteur-largeur du fruit c'était ovate, la présence d'une pointe c'est le gène SUN, le nombre de carpelles et le caractère des carpelles s'ils sont fusionnés ou pas c'est le gène FAS, et donc on pouvait donner le génotype probable de la tomate qu'ils avaient sous les yeux. Donc par exemple la tomate cerise, elle est petite, aucune variation du rapport hauteur-longueur, présence d'une pointe, aucune, nombre de carpelles 3, carpelles fusionnées, donc on avait cette tomate là, ça voulait dire qu'elle était FW22+, face plus, ovate plus, sun réprimé, et FS8-1+, lui forcément non exprimé, parce que c'est la tomate guérée, et les baguérées elle est ronde. Vous voyez, donc en fait on peut vous demander ce travail là. Vous allez me dire que je suis un peu fada comme prof. Ouais, je sais, j'ai potassé des thèses en allemand, en espagnol, en anglais pour trouver tous ces gènes. Je suis peut-être la seule prof en France à faire ça. Je sais, je m'en fiche. Mais j'ai kiffé. Mes élèves aussi, ils se sont tapés ensuite les 8 kilos de tomates que j'avais ramenés en classe, ils les ont bouffés, les cochons. Alors, autre exemple, les carottes. Donc on en a parlé dans la vidéo précédente. Les carottes, on sait qu'elles ont été sélectionnées par rapport à leur couleur. On peut vous donner un sujet de CE en disant on cherche à montrer que les carottes oranges riches en caroténoïdes trouvées dans le commerce sont le résultat d'une sélection basée sur les données phénotypiques spécifiques, morphologiques, moléculaires, c'est ce qu'on a vu à la vidéo précédente, mais dépendantes du génotype. Donc prouver que finalement ce que nos ancêtres ont fait en sélectionnant des carottes blanche, jaune, orange, rose, violette, ces sélections phénotypiques sont dues finalement à une expression du génotype. Bref, on vous demande de prouver que la couleur des carottes dépend de ces gènes. Alors, voici les documents. On va les potasser un par un. On vous explique que les carottes du commerce sont de couleur orange, traduisant la présence de caroténoïdes. Ces molécules résultent d'une chaîne de biosynthèse faisant intervenir de nombreuses enzymes. Bon, alors les enzymes, les TS classiques, vous me dites ouais, on fait ça en spé. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous allez voir, c'est pas compliqué. Voie de synthèse des principaux caroténoïdes simplifiés. Bon, alors ici, on a des mots bizarres, compliqués. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On part d'une molécule qui s'appelle le GGPP. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 enzymes qui peuvent intervenir pour produire du lycopène. Le lycopène, selon l'enzyme qui va s'appliquer à lui, va être transformé soit en alpha-carotène, soit en bêta-carotène. Et l'alpha-carotène peut encore être transformé en lutéine. Donc, ici, on a bien les codages pour nous aider. On a compris qu'effectivement, à partir d'une molécule de départ, on peut avoir les fameux pigments qu'on a vus en chromatographie dans la vidéo précédente. Lycopène, carotène et lutéine. Allons voir chez les différentes carottes, grâce à un test de Western blot, quelles sont les enzymes présentes. On a ici donc la présence de l'enzyme PSI, celle-là, chez différentes carottes. Alors, CAL, carotte blanche sauvage. CUT, carotte blanche cultivée. CRC et NAN, les carottes oranges cultivées. Donc là, on a un témoin, on a utilisé l'actine. Et là, PSI,
et ben vous voyez que chez les carottes blanches, sauvages ou cultivées, il n'y a pas l'enzyme psy. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit orange, c'est du carotène. Pour avoir du carotène, il faut transformer du lycopène. Et pour avoir du lycopène, il faut transformer le GGPP grâce à l'enzyme psy. Bah oui, ici on l'a pas l'enzyme psy. On fabrique pas de lycopène. Et si on n'a pas de lycopène, on ne peut pas fabriquer de carotène. Donc forcément, des carottes qui ne possèdent pas l'enzyme psy, elles vont jamais être oranges, elles vont rester blanches. Tout simplement, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc cassez vos appréhensions à partir du moment où vous tombez sur un sujet avec des mots qui vous font penser que c'est un sujet de spé, que c'est compliqué des choses nouvelles. Cassez cette barrière de la peur. Allez-y, étudiez les DOF, vous allez voir, c'est pas compliqué, la preuve. Donc on nous dit, l'enzyme psy est la première enzyme de la chaîne de biosynthèse des caroténoïdes. Elle existe en deux versions, psy 1 qui est produite dans les chromoplastes des fleurs et des fruits, et psy 2 qui est produite dans les chloroplastes des feuilles. Bon, pas fabriquée au même endroit, d'accord. Elle est donc codée par deux gènes, psy 1, psy 2, qui sont portés respectivement par les chromosomes 3 et 8. Ok, bon, il y a deux gènes. Document 3, mais justement, on s'intéresse aux gènes. Taux d'expression des gènes codants pour la synthèse de l'enzyme psy. Donc, cal, carotte blanche sauvage, on reste sur les mêmes codes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, tiens, carotte blanche, psy 1, quasiment pas exprimé. Pareil, psy 2, quasiment pas exprimé chez les carottes blanches sauvages cultivées, alors que beaucoup exprimé chez les carottes orangées cultivées. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à dire, qu'effectivement, la couleur de la carotte, c'est-à-dire son phénotype, dépend de son génotype, en tout cas de son expression. Absence d'expression, pas de phénotype orange, expression, phénotype orange. Alors maintenant, à savoir, si la sélection s'est exercée sur psy 1, psy 2 ou sur un facteur de transcription de ces gènes, puisqu'on a vu pour les tomates qu'il existe des facteurs de transcription, ça, on ne le sait pas encore. Mais dans tous les cas, on sait qu'on n'a pas d'enzyme psy 1, psy 2 chez les carottes blanches. Donc à savoir si c'est le gène qui est défectueux ou si c'est un facteur de transcription qui intervient, ça on ne le sait pas encore. Donc je vous rappelle, pour mémoire, ou ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, carotte blanche, jaune, orange, rose, pourpre, et que la couleur dépend de la présence et de l'absence de certains pigments. Donc pour la pourpre, c'est les anthocyanes, présentes uniquement là. Pour la rose qui se trouve en Asie, c'est le lycopène qui est présent. Un peu de carotène et de la lutéine. Chez l'orange, donc c'est beaucoup de carotène et de lutéine. Donc vu que ces pigments dépendent d'une chaîne de biosynthèse, ils sont tous liés entre eux. Vous comprendrez donc pourquoi, en fonction des enzymes présentes, on va avoir des pigments qui sont présents. Donc là, par exemple, pour la carotte orange, on a du carotène et de la lutéine, c'est-à-dire qu'on a obtenu une synthèse complète. On est arrivé jusqu'à la fabrication de la lutéine. Donc, toutes les enzymes sont actives. Pour la jaune, on a de la lutéine et un peu de bêta-carotène. C'est-à-dire qu'on a fabriqué du bêta-carotène et on a transformé tout l'alpha-carotène en lutéine. C'est pour ça qu'elle est jaune. Il ne reste plus beaucoup de pigments orange. Un petit peu, c'est le bêta-carotène. Alors que dans la carotte orange, on n'a pas beaucoup de lutéine. Par contre, on a beaucoup des deux là. Ça veut dire que ici, on a une sous-expression de ces enzymes qui empêchent une grande fabrication de lutéine. Donc pour la carotte blanche, aucun pigment, tout simplement parce que tout ça ne s'est pas formé. Donc, pour en revenir à notre sujet, la quantité de carotène stockée dans une racine de carotte domestique est importante grâce à plusieurs choses. La présence d'un grand nombre de gènes participant à la synthèse des caroténoïdes, la duplication-transposition de certains gènes participant à cette synthèse, puisqu'on a les gènes psy 1 et psy 2 qui se trouvent à des endroits différents sur des chromosomes différents. Donc on a bien eu duplication et transposition. Et ensuite, expression importante des gènes participant à cette synthèse, puisqu'on a un fort taux d'ARN messager qui a été enregistré pour la production de psy 1, psy 2. Et donc, au final, ne pas oublier le développement du volume de la racine, puisque je vous avais montré les carottes sauvages avec des toutes petites racines rikiki, alors que là, aujourd'hui, on a des carottes géantes. Concernant le blé, vous vous souvenez, on en a parlé, polyploïdie chez le blé, donc plusieurs croisements, des hybrides qui ont nécessité un épisode de polyploïdisation. Et en fait, la sélection s'est portée sur différents caractères, notamment sur le rachis qui est solide, qui se casse. Donc il existe une douzaine de gènes utiles dans la domestication du blé, on ne vous en présente que 3 habituellement. Brittle, soit BR, soit petit BR, on vous dit qu'il détermine la présence d'un axe, le rachis solide de l'épi, à l'inverse de l'allèle grand BR, qui détermine un rachis cassant. Voilà.
Ici, on a un rachis cassant. Là, on a un rachis solide. Donc, vous comprenez bien que ça, pour nous, c'est pas intéressant puisque dès que les graines sont mûres, elles vont se détacher, elles vont tomber au sol. Or, nous, il faut qu'elles restent toutes accrochées, que ce soit plus facile pour les ramasser. On a le gène de glume tenace, grand TG, petit TG. L'allèle petit TG détermine la production de grains nus. Et on a grand Q, petit Q. Ce gène détermine si les grains tomberont de l'épi, l'allèle grand Q, ou seront maintenus sur celui-ci, l'allèle petit q. Donc là, vous avez des exemples. Donc nous avons ici des grains qui sont couverts, donc grand TG, sont protégés. Et là, on a des grains nus, petit TG. On a l'allèle petit q qui permet d'avoir des grains maintenus. Donc là, on les a arrachés pour pouvoir les prendre en photo. Et là, donc, on a l'allèle grand Q avec des grains qui vont se détacher tout seuls et tomber. Donc attention, ne pas confondre le fait que les grains se détachent et le fait que le rachis se casse. Vous pouvez avoir un rachis solide, mais des grains qui se détachent. D'accord? Donc nous, notre intérêt à nous, humains, c'est d'avoir un rachis solide, des grains nus et qui ne se détachent pas. Donc il faut qu'on trouve la bonne combinaison. Et tout ça, nos ancêtres l'ont fait de manière empirique, sans connaissance génétique. Donc quand on veut faire des croisements, ça nécessite qu'il faut qu'on fasse l'état des lieux génétiques des variétés connues. Donc ce qui s'est passé dans l'histoire de la domestication des plantes, il y a eu une première période de sélection empirique, c'est-à-dire faite par nos ancêtres, une sélection massale. On récupère dans la nature des individus qui nous intéressent, on les cultive, et de génération en génération, on ne conserve que les individus qui nous intéressent. Alors forcément, vu qu'il n'y a pas de contrôle, c'est pas sous serre, c'est dans la nature, il y a quand même des croisements réguliers avec les espèces ancestrales qui fait qu'on a des apports d'allèles sauvages réguliers. Maintenant, si ça c'est la sélection massale, on arrive ensuite nous à la sélection génétique. On utilise nos connaissances pour faire des croisements, des hybridations, pour obtenir des individus à la vigueur variétale, c'est-à-dire celle de la variété qu'on a créée. Et aujourd'hui, avec nos connaissances actuelles, on peut rajouter des gènes bactériens, par exemple, faire des OGM. Donc pour l'instant, on s'intéresse à cette étape-là, les connaissances génétiques, et on va voir un exemple de croisement qui permet d'obtenir une variété intéressante. Voici un exemple de sélection d'un caractère de résistance chez la tomate. Donc ici, on vous dit que certains plants de tomates produisent de gros fruits, mais sont sensibles à un champignon parasite, Fusarium oxysporum, qui affecte les tiges, puis aboutit au dessèchement de l'ensemble du végétal, caractère F. D'autres plants de tomates produisent des fruits plus petits, caractère G. Des ingénieurs agronomes cherchent à obtenir une variété résistante à gros fruits en partant de lignées pures. Attention, ça c'est important, ça veut dire homozygote. Ils effectuent 2 croisements successifs. Donc on part de lignées pures. Ici on a des homozygotes. Ça veut dire que les 2 allèles portés sont identiques. Alors on nous dit parents gros fruits sensibles, parents petits fruits résistants. Il faut déterminer dans un premier temps quels allèles sont dominants et récessifs d'après, bien sûr, le phénotype présenté en F1. Et on nous demande d'écrire les génotypes correspondant aux différents phénotypes et de réécrire les phénotypes avec les conventions d'écriture. Donc ici, on a de ce croisement 100% d'individus qui sont petits fruits et résistants, c'est-à-dire qui sont G et F+. Ça c'est le caractère, c'est-à-dire qu'ils possèdent donc G grand G, F+, petit f. On sait que c'est petit g qui domine. Chez les parents, on a donc ici grosse tomate, pure, sensible, FF, petite tomate, GG, et résistante, F+, F+. Et on a dit petit g dominant sur grand G, la preuve, on a du grand G, du petit g, c'est petit g qui sort, et on a F+, qui est dominant sur F. La preuve, on a un sensible, un non sensible, et tous les enfants ne sont pas sensibles. Donc on a F+ qui domine sur F. Le second croisement, qu'est-ce qui se passe dans le second croisement? On prend un individu F1, hétérozygote, et on va le croiser avec un parent gros fruit sensible. Celui-là, c'est donc un F2 BC. F2, deuxième fécondation, back cross, BC, on revient en arrière, donc on se sert d'un parent de la première génération pour faire le deuxième croisement. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 4 phénotypes différents. Petit fruit sensible, gros fruit résistant, petit fruit résistant, gros fruit sensible. Les proportions 19, 18, 23, 19. On est dans du 4 fois 25% environ. On a donc ici un brassage aléatoire de ces gènes, ce qui veut dire que ces 2 gènes-là ne sont pas liés. Je les ai bien écrits. S'ils avaient été liés, j'aurais écrit comme ça, par exemple, pour celui-là. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'ici j'ai 4 fois 25%. Si j'avais eu des proportions différentes, par exemple 2 fois 10 et 2 fois 40%, ça veut dire que j'aurais eu un crossing over qui serait visible en expression, puisque j'ai des recombinés en faible quantité, les 10%,
ce qui voulait dire que mes deux gènes étaient liés, accrochés l'un à l'autre. Or là, mes deux gènes ne semblent pas avoir d'interaction entre eux, il n'y a pas de crossing over entre eux. J'ai 4 fois 25%, je suis dans un simple brassage interchromosomique. Donc ici, on a des gènes indépendants et on nous demande, quatrième question, d'expliquer comment les chercheurs vont mettre au point la variété recherchée. Je vous rappelle qu'ils cherchent à obtenir des variétés résistantes à gros fruits en partant de lignées pures en faisant 2 croisements successifs. Donc en fait, vous faites que répéter ce que vous voyez en disant que vous cherchez à obtenir des variétés résistantes à gros fruits, c'est-à-dire cela. Donc ce qu'il va falloir rajouter dans votre explication, après avoir redécrit rapidement le processus, c'est dire que vous allez à ce moment-là garder que des individus F2 gros fruits résistants, vous allez les croiser entre eux jusqu'à obtenir une lignée pure de gros fruits résistants. Alors pourquoi être obligé de le faire? Parce que je vous rappelle que si lui, il est homozygote, lui, il est hétérozygote. Donc il possède encore des allèles qui ne nous intéressent pas. Donc il va falloir faire plusieurs croisements pour obtenir des individus de lignée pure. Donc voilà, on a compris maintenant ce mécanisme d'hybridation. Voyons maintenant la fabrication des OGM avec injection ici de gènes par exemple bactériens chez le maïs. Alors comment ça fonctionne les OGM? C'est très simple. Alors pour fabriquer un OGM, il faut déjà sélectionner le gène d'intérêt. Et là, il y a 3 possibilités pour le faire rentrer dans l'ADN de la plante qui nous intéresse. Soit on va faire une fixation du gène sur des particules métalliques. On va faire un transfert mécanique, c'est-à-dire qu'avec un canon à particules, on va bombarder la cellule pour faire rentrer en force l'ADN à l'intérieur de la cellule. On aura donc des cellules transformées. Soit on va intégrer ce petit gène dans un ADN circulaire qu'on appelle un plasmide, que les cellules arrivent facilement à s'échanger. Ce plasmide va être transféré grâce à une bactérie qui va venir infecter la cellule. Soit on va intégrer ce plasmide par un choc électrique à un protoplaste, c'est-à-dire l'équivalent, si vous voulez, un peu d'une cellule souche chez nous les humains. En fait, c'est une cellule qui ne possède pas de parois. Et donc, ce protoplaste va devenir une cellule modifiée. On va placer les cellules transformées dans des tubes à essai. On va faire de la culture in vitro. On va ajouter les hormones végétales qui permettent de faire pousser les racines, les feuilles, les tiges, etc. On va finir par obtenir des plantes qui sont donc génétiquement modifiées pour avoir des caractères nouveaux. C'est ce qui a été fait par exemple pour le riz. On a du riz qui est modifié pour produire des caroténoïdes, principalement du bêta-carotène. Donc ce riz, qu'on appelle le golden rice, produit donc énormément de bêta-carotène. Pour l'instant, il n'est toujours pas autorisé, alors qu'il permettrait de soulager énormément de personnes dans le monde, surtout pour les pays qui subissent une énorme famine où le bêta-carotène est important. En effet, le bêta-carotène est un précurseur du rétinal, c'est de la vitamine A, ça intervient dans la vision. Il joue aussi pour les pigments maculaires, protection contre la dégénérescence maculaire. Ce sont des molécules antioxydantes, prévention de certains cancers, maladies coronariennes. Et donc du coup, de plus en plus, on retrouve ce bêta-carotène comme colorant alimentaire dans les volailles, les poissons, les industries. Bah oui, forcément, hein, les volailles et les poissons maintenant sont élevés, non pas de manière naturelle, mais dans des batteries. Ils ne voient jamais la lumière du jour, ils mangent une nourriture uniforme, donc maintenant on va rajouter des caroténoïdes dans leur nourriture de manière à avoir une chair colorée. Là vous avez par exemple un saumon sauvage et un saumon d'élevage. Vous voyez la différence de couleur du saumon? Et bien le saumon sauvage est très orange, et même des fois quand on en trouve dans le commerce, on a peur d'en manger parce qu'on se dit c'est pas possible, c'est trop orange. Mais non, méfiez-vous. C'est celui-là qui n'est pas normal, c'est celui-là qui est normal. Donc il faut mieux manger du orange pétard que du orange clair. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé que les chercheurs essayaient de faire des tomates noires. Ouais, alors c'est pas vraiment noir, c'est violette foncé. Donc en fait, des tomates riches en anthocyanes, ce seraient des OGM puisque ce seront des tomates modifiées avec les gènes GLK1 et GLK2 de la fleur gueule de loup. C'est ce qu'on appelle des alicaments, c'est-à-dire qu'en mangeant ces tomates, en fait, vous allez ingérer des anthocyanes. Or, les anthocyanes, il a été prouvé qu'elles offrent une protection contre certains cancers, des maladies cardiovasculaires ou des maladies dégénératives liées à l'âge. Donc, de plus en plus, les scientifiques s'orientent sur la fabrication de ces alicaments, des plantes génétiquement modifiées qui nous apportent des choses qu'on ne mange plus assez aujourd'hui parce que notre nourriture est trop industrialisée.